BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto, aussi bien que le Bitcoin, je vous le souhaite, qui a touché les 42 000 $ tout à l'heure. On en parle dans un instant avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui est en ligne avec nous. Au sommaire du jour notamment, vous pouvez nous écrire, écrivez-moi, on m'a écrit tout à l'heure, après avoir retiré des cryptos sur mon compte en banque, ma banque veut tout simplement fermer mon compte. Comment réagir? On en parle avec William O'Rourke, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Novembre 2023. Pire mois de l'année pour les hacks crypto. Pauline Armanda qui est avec nous en plateau, journaliste BFM Crypto, nous en parlera dans quelques instants. Et puis les hackers du projet Platypus, pourquoi c'est critiquable? On en parlera aussi avec William et Pauline. Mais d'abord, on file sur le marché crypto, record historique pour l'once d'or ce matin autour des 2148 $, près de 145% de hausse pour le Bitcoin sur l'année écoulée. Il est aujourd'hui à peu près 40% de son plus haut de novembre 2021. Le Bitcoin donc a touché les 42 000 $ tout à l'heure à midi, s'est rétracté ensuite et il revient actuellement à la charge autour des 41 800 $. Alexandre Baradez, bonjour Alexandre, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Chef analyste chez IG. Alexandre, donc on a frôlé les 42 000, on est aux portes des 42 000. Déjà pour commencer, comment expliquer cette hausse, Alexandre? Oui, c'est le sentiment qui se propage sur la plupart des actifs, que ce soit les actions, même une partie des obligations. Ce sentiment que le plus dur est derrière nous, ça on l'est déjà depuis un petit bout de temps, mais qu'au-delà de ça, le marché est dans une anticipation de plus en plus précoce, ou plutôt de l'anticipation d'un pivot de plus en plus précoce des banques centrales. On rappelle qu'il y a quelques semaines encore, les différents marchés anticipaient que les banques centrales, la Fed ou la BCE, allaient commencer à baisser leurs taux seulement à partir du second semestre 2024 et plutôt vers la fin du second semestre. Et là, avec les différentes statistiques d'inflation en Europe, aux États-Unis, le ralentissement aussi qu'on commence à voir de manière plus présente d'un point de vue économique en Europe et aux États-Unis, eh bien les marchés révisent de plus en plus leur anticipation de pivot des banques centrales et désormais on commence à voir des acteurs de marché qui pensent que directement à la fin du premier trimestre, la BCE commencera à baisser ses taux, par exemple. Donc, vous voyez, on a un sentiment comme ça qui évolue très rapidement sur un pivot des banques centrales, alors que leur message, et ça je vais en parler, ne change pas trop in fine pour les banques centrales. Mais donc, ce sentiment lifte les marchés, ça lifte l'appétit pour le risque, on achète des actions, on achète des cryptos, on achète des obligations, et ça lifte un petit peu tout le monde. Et sur les sujets qui étaient déjà bien tractés, en fait, le Bitcoin, on a déjà parlé de ce côté un peu valeur refuge au début de la crise au Proche-Orient, puis de l'avancée, ou ce qu'on pensait être une avancée, toujours sur le front des ETF Bitcoin, avec différents dossiers qui s'accumulaient sur les bureaux de la SEC. Donc, si vous voulez, le Bitcoin n'a pas à ce stade de vent réellement contraire. Moi, je pense en revanche, et c'est déjà un petit peu le sentiment qu'on donnait la semaine dernière, moi, j'ai toujours deux sentiments, si vous voulez. Le premier, c'est que on est parti pour récupérer toute la vague de baisse, au moins jusqu'à 50 000 $. Actuellement, c'est important. On est déjà sur 50% de récupération de toute la baisse de 2021 à 2022. À ce stade, le Bitcoin a récupéré la moitié de ce qu'il a perdu sur l'énorme chute 2021-2022. Donc, c'est quand même une étape technique et psychologique, on va dire, relativement importante. Moi, je pense que ça peut aller plus haut. Mais je pense que ça peut aller plus haut sur un horizon de mois à trimestre. Je pense qu'on peut aller viser les 50 000. C'est ce qu'on disait sur votre antenne déjà depuis la rentrée. Le potentiel est bien là. À un moment donné simplement, et c'était le message qu'on véhiculait un peu la semaine dernière, et on était un petit peu trop prudent à ce moment-là probablement, mais je continue de penser qu'une partie de l'enthousiasme des marchés actuellement se fait sur des anticipations par rapport à l'inflation de nos banques centrales qui est peut-être un peu trop optimiste. Je pense que, et c'est ce que Jérôme Powell a rappelé vendredi dans son discours, lui, il ne pivote pas pour l'instant dans ses messages. Il dit « Nous ne sommes pas encore certains que la politique monétaire soit encore suffisamment restrictive ». C'est ce qu'il dit. Il dit « S'il faut remonter encore les taux, eh bien nous le ferons si c'est nécessaire ». Oui, donc on a comme ça le marché qui a des anticipations qui sont très en amont, et de l'autre côté, les banquiers centraux, dont Jérôme Powell le principal, qui lui envoie des messages qui sont quand même toujours des messages de fermeté par rapport à l'inflation et à la politique monétaire. Alexandre, j'ai l'impression je pense quand même qu'à un moment donné, on risque d'avoir un petit peu peut-être un peu de prise de gain qui s'opère quand même sur le Bitcoin. Je serais pas étonné de le voir se rebalader entre 36 et 42. Pour moi, c'est des zones où il peut encore fluctuer malgré le beau rallye des derniers jours. Parce que ça plaît pas trop aux banquiers centraux, ces marchés qui repartent. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de refroidir un petit peu la température. Merci beaucoup Alexandre Baradez d'avoir été avec nous. On va suivre l'évolution du cours du Bitcoin toute la semaine. Alexandre Baradez, chef analyste chez ING. Bonne journée Alexandre.
Avec nous en plateau, il vient de nous rejoindre William O'Rourke. Bonjour William, bonjour. Associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Dans quelques instants, on va parler des hacks crypto et notamment du résultat d'un procès lié aux hacks crypto. Verdict que vous contestez, entre guillemets, on en parlera dans quelques instants. D'abord, on fait le point avec Pauline Arbandet. Rebonjour Pauline, notre journaliste ici à BFM Crypto. Bonjour. Novembre 2023, Pauline, c'est donc le pire mois de l'année pour les vols, les hacks de crypto-monnaies, selon un rapport de la société spécialisée Immunify. C'est comme ça qu'on dit d'ailleurs ? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Absolument. Effectivement, les vols de crypto-monnaies ont repris en intensité au cours des dernières semaines, avec 343 millions de dollars dérobés en novembre 2023, ce qui en fait donc le pire mois jusqu'à présent de l'année 2023. À titre de comparaison, en octobre, il n'y avait eu que seulement 22 millions de dollars de crypto-monnaies qui avaient été volés. Donc ça fait un sacré effet multiplicateur en l'espace d'un mois. Si on fait un peu un zoom sur ces crypto-monnaies qui ont été volées, qu'est-ce qu'on apprend ? Déjà que ce qui représente la principale concentration des pertes de crypto-monnaies, ça s'est fait sur des hacks, donc des piratages de crypto-monnaies à 97% contre 3% de fraude aux crypto-monnaies. Et là, par exemple, on peut inclure des escroqueries ou alors des achats de faux jetons. Ensuite, et là, c'est aussi assez intéressant parce que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on voit au cours des derniers mois, c'est que les vols se sont vraiment concentrés sur la finance centralisée, donc sur les bourses d'échange centralisées. Ça, on a une explication à ça, du fait que ce soit plutôt la finance centralisée, pour le coup, qui soit visée ? Ils n'ont pas donné d'explication dans le rapport. Et d'ailleurs, c'est des bourses centralisées qui ne sont pas connues, du type Binance ou alors Coinbase. Mais c'est vrai que les montants de crypto-monnaies qui ont été dérobés, ils sont assez conséquent. On a 126 millions de dollars qui ont été dérobés sur Poloniex, 85 millions de dollars sur EcoChain ou encore 48 millions de dollars sur KyberSwap. C'est vrai qu'on n'a pas cette explication. En revanche, l'explication qu'on a depuis un certain temps, c'est vraiment des piratages de plus en plus en vogue sur la finance dite, cette fois-ci, décentralisée. Et on en parlera du coup avec William dans un instant. Parce que notamment aussi et c'est pas forcément cette étude qui en parle, mais c'est KPMG qui avait sorti un rapport à ce sujet qui expliquait qu'il y a finalement assez peu d'experts mondiaux qui sont spécialisés vraiment dans les questions de piratage et de hack en crypto, et notamment sur des failles de smart contracts, parce que c'est souvent ces contrats-là qui vont être une porte d'entrée pour les pirates et les hackers, notamment pour voler des crypto-monnaies. On parlait il y a quelques instants de vol dans la finance décentralisée. Justement, vendredi, Pauline, le tribunal de Paris a relaxé 2 frères accusés d'avoir volé en février 8,5 millions de dollars en crypto sur la plateforme américaine Platypus. Oui, si on revient un tout petit peu au début de l'affaire, déjà il faut savoir que c'est la plateforme Binance qui avait au départ fait un signalement en février dernier auprès de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Voilà, c'est assez long à dire. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y a 2 frères, un de 22 ans et un de 20 ans, qui sont franciliens et qui ont été accusés en février dernier d'avoir siphonné un pool de liquidités donc de cette plateforme que tu as mentionné, Platypus. En fait, alors il y a un mécanisme assez compliqué de hack, mais pour le résumer simplement, ils ont au départ contracté 2 prêts. Un prêt de 44 millions de dollars, un autre de 41 millions de dollars. Puis, ils ont utilisé une fonction dans la finance décentralisée qui permet en fait de faire une sorte de sortie d'urgence de fonds qui leur a permis de retirer 9,5 millions de dollars. Je dis leur a permis parce que en fait, en réalité, ils ont fait une petite erreur de manipulation et ils n'ont visiblement pu récupérer que 270 000 euros et dépenser environ 60 000 euros. En fait, pour la plateforme Platypus, évidemment, elle va évoquer un préjudice
financier, puisqu'il y a des crypto-monnaies qui sont volées, un préjudice aussi réputationnel parce qu'elle a forcément été victime d'un hack, et en même temps, elle se plaint aussi de l'effondrement de sa crypto-monnaie qui s'appelait USP, effondrement de moitié suite à ce piratage. Donc on a d'un côté ces 2 hackers et cette plateforme qui les a accusés pendant plusieurs mois. Bon, et ce piratage, le verdict a été plus clément que prévu. Pauline, vendredi, les 2 hommes ont été relaxés, mais fin octobre, le parquet avait requis de la prison pour l'accusé de 22 ans. Ce premier procès de piratage de crypto devant faire jurisprudence en France, selon les termes de la procureure. Oui, c'est ça qui est assez étonnant, et peut-être que William, tu nous en parleras. Mais en fait, le tribunal de Paris a finalement considéré que la plateforme avait en gros mal codé un de ces smart contracts, ou ces smart contracts qui peuvent expliquer des failles qui ont pu être vues. Donc finalement, ce serait la plateforme qui serait en faute. Alors ça a été évoqué par le parquet. Et de leur côté, notamment d'un côté d'un accusé, donc le hacker de 22 ans, lui, il a carrément prétendu être un hacker éthique. En gros, hacker éthique, ça veut dire qu'il veut, il va alerter une société d'une faille en fait dans une infrastructure, là en l'occurrence dans un smart contract, et il disait vouloir récupérer des fonds en danger en espérant obtenir une prime de 10% de la somme restituée. Mais sauf que l'argument de hacker éthique, quand on sait qu'ils ont quand même récupéré des fonds et qu'ils en ont aussi utilisé pour des raisons aussi personnelles et financières. Donc quelque part, ça tient pas trop, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, le parquet de Paris a pas du tout accepté notamment cet argument de hacker éthique. Bon, alors c'est curieux que ce verdict soit plus clément que prévu. William, justement, pour vous, la relaxe des hackers du projet Platypus est critiquable. En tout cas, elle est discutable. Après, je ne veux pas remettre en cause la décision, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'a pas tous les éléments, même si on a beaucoup d'éléments, puisqu'on a la décision, et surtout, il y avait des journalistes qui étaient présents au procès. Il y a également, comme à chaque fois en matière de crypto, et a fortiori de finances décentralisées, on a les traces qui sont sur la chaîne. Quand on peut suivre ce que les gens ont fait avec la blockchain. Donc là, on sait tout ce qui s'est passé dans ce hack-là. On peut voir le smart contract, voir quelle a été exactement cette faille. Est-ce que pour l'utiliser, est-ce que ça pouvait être fait de bonne foi ou pas? Et c'est des questions importantes, parce qu'en fait, le débat aujourd'hui qui s'est posé, c'est que, et cette relaxe qui, moi, personnellement, me surprend un peu, en effet, en tout cas au regard des éléments dont on dispose, c'est qu'il y avait en effet une fonction qui était mal codée dans le smart contract. Donc en gros, c'était un bug dans une application. La question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que ce bug, il a pu être actionné involontairement, de bonne foi en fait? Vous êtes un utilisateur, il y a un moment, vous ne comprenez pas pourquoi il y a de l'argent qui tombe dans votre poche. Là, dans ce cas-là, je suis d'accord, ça n'aurait pas sa place dans un tribunal correctionnel. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment eu des manœuvres de la part de ces 2 personnes pour pouvoir utiliser cette faille et retirer ses fonds? Et dans ce cas-là, on est plus dans un hack qui est quelque chose de répréhensible. Et ce qui est très étonnant, c'est que moi, j'ai l'impression que factuellement, il fallait quand même le vouloir pour pouvoir siphonner ces 9 millions de dollars. Bon, ils en ont perdu un bon paquet en route, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu l'ironie de... Bon, ce que vous voulez dire, c'est que pour vous, c'est pas par hasard, quoi. A priori, on ne sait pas, mais ce serait comme reprocher à une banque d'avoir pas mis des serrures suffisamment puissantes ou d'avoir pas des murs suffisamment épais. Ça n'empêche pas que de creuser un tunnel pour entrer dans celle du coffre, ça reste un braquage. Je peux pas être plus pédagogique. Et comment est-ce qu'on peut expliquer alors ce verdict si clément, entre guillemets, de la justice pour l'instant? Surtout que c'est important parce qu'il est censé faire jurisprudence. Alors, quand la procureure a dit que ça fera jurisprudence, elle pensait pas, je pense, à une jurisprudence incroyable. C'est juste que, en effet, c'est un des premiers procès. Et non, mais c'est un des premiers. Et pour vous, c'est plus un exemple. Plus clément que prévu. Et comment on peut l'expliquer? Ah non, mais pour moi, il est même très clément. C'est qu'en fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les juges ont considéré que, en effet, qu'on était dans un cadre contractuel entre les utilisateurs hackers et la plateforme, et qu'en fait, ces hackers n'ont fait qu'exécuter de mauvaise foi leur partie du contrat. Alors moi, ça me semble quand même extrêmement critiquable, parce que pour dire ça, ça voudrait dire que cette fonction de siphonnage des fonds aurait fait partie du contrat. Or ça n'a jamais été le cas. C'est
plus que de la mauvaise foi pour moi. C'est qu'il y a vraiment une intention de hacker le contrat, en fait, de hacker l'application pour retirer les fonds. Il y a peut-être aussi d'autres éléments qu'on n'a pas aujourd'hui, hein. Et c'est pour ça qu'il faut rester assez prudent. Bien sûr, c'est que des suppositions. Peut-être que le dossier était mal construit par l'instruction, peut-être que les avocats de la plateforme ont pas réussi à faire comprendre leurs arguments. Moi, j'ai pas toutes les cartes en main. Mais là, c'est très étonnant. Il pourrait y avoir un fond de toute façon, c'est de la crypto, c'est normal, s'il y a des pertes ou qu'il y a eu un bug, c'est un peu ça à quoi ça peut nous faire penser. Quand on lit le jugement, on se dit en effet, on se dit en fait, il y a un peu un deux poids deux mesures. Mais pour moi, c'est marrant parce qu'en fait, ça renvoie à un phénomène très crypto finalement. C'est que c'est nouveau. C'est des termes qui sont très compliqués, qui induisent énormément en erreur les gens qui ont affaire à ces termes-là pour la première fois. Vous êtes un juge, vous avez plein d'affaires pénales. Il y a une affaire, on vous parle d'un smart contract. Même si, encore une fois, quand on lit la décision, il y a eu un travail qui a été fait, hein, ça a été bien compris. Mais je pense que ça a pu induire en erreur et tirer en fait le dossier vers le sortir du champ pénal pour le faire rentrer dans le champ contractuel. C'est intéressant parce que vous pensez qu'aujourd'hui la justice française est assez armée entre guillemets pour traiter ce genre de sujet-là, ou alors c'est un peu trop technique et il faudrait tout simplement des experts ou plus d'experts dans la justice française? Alors, il y a des experts, hein, parce que la justice elle repose sur les forces de police et de gendarmerie qui ont un très bon niveau, en tout cas, qui ont un très bon niveau de compréhension et des très grands moyens d'action. Hein. Je pense qu'en Europe, on est probablement les meilleurs services pour faire de l'investigation crypto. Et il y a notamment les forces de gendarmerie, le C3N, le CLIC que vous avez mentionné. Aujourd'hui, les officiers qui travaillent dans ces services-là, ils vous disent, nous, la crypto, c'est des enquêtes qu'on arrive mieux à boucler que quand on est, par exemple, avec des paradis fiscaux. Parce qu'en fait, nous, on peut faire de l'analyse on-chain. Si les types sont en Europe ou en France, on arrive à mettre la main dessus très rapidement. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pas un problème d'expertise, alors? C'est pas un problème d'expertise. Par contre, il y a un problème, si vous voulez, je pense que là, quand on lit les termes, quand les juges nous disent c'est une exécution contractuelle de mauvaise foi, en fait, moi, la seule chose qui me vient en tête, en tout cas à première vue, c'est que voilà, c'est le côté smart contract, quoi, qui est encore une fois une erreur de terminologie. Un smart contract, c'est une application. Bon, il y a un cas pratique. Hein. On m'a écrit aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou Twitter ou X. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est Clémence qui m'a écrit, qui me dit « Mon compagnon se fait virer des banques lorsqu'il retire ses cryptos. Généralement, lorsqu'il effectue de gros retraits depuis Binance vers son compte bancaire, sa banque lui demande les infos suivantes. Donc, CERFA 3916 bis, capture d'écran de l'interface du site avec nom, prénom, relevé d'opération. Sauf que quand il fournit ces documents, la banque demande ensuite un relevé de compte ou tout autre document justifiant l'origine des fonds. Le problème, c'est que les fonds viennent de plusieurs petits portefeuilles ayant chacun investi sur différentes cryptos qui n'existent plus forcément aujourd'hui. C'est impossible de transposer cette information en un seul document qui raconterait toute la situation à la banque. Il s'est donc déjà fait virer d'une banque et aujourd'hui, la banque où il est actuellement le menace. William, comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Et déjà, est-ce que ça concerne beaucoup de gens? Alors, ça concerne beaucoup de gens pour une raison simple, c'est qu'il faut se mettre à la place des banques. Comme toujours quand on a affaire à un service ou un établissement, il faut se mettre à sa place. Les banques, elles ont les cryptos, pour elles, c'est un sujet qui reste quand même assez marginal dans tous les flux financiers qu'elles voient passer. Et c'est un sujet qui est considéré comme un risque. Et c'est pas, si vous voulez, de leur faute, c'est que les autorités de régulation considèrent les crypto-monnaies comme des vecteurs de risque élevés à cause justement de ce qu'on vient de se dire, de cette criminalité, des ransomware. Donc elles se protègent, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'elles se disent oulala, moi je veux pas rentrer là-dedans, donc tout de suite on. C'est pas qu'elles veulent pas rentrer dedans, elles peuvent faire de la surconformité qui consiste en fait à virer les clients pour ne pas avoir à les traiter parce que c'est des clients qui coûtent cher en fait. Les clients qui touchent de la crypto, ça entraîne des alertes et il y a des gens en conformité qui passent du temps là-dessus. Et ce temps représente une charge pour la banque en fait. Et donc après il y a une question un peu de coût-avantage. Je dis pas que c'est le cas pour des particuliers, mais je veux dire, à l'échelle globale, c'est ça le sujet. Okay. Et en plus c'est des sujets compliqués. C'est-à-dire que la conformité bancaire, faut former des gens à comprendre ce que c'est que la crypto. C'est un monde compliqué. Il y a des coins qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Donc en fait la seule chose à faire, c'est qu'il faut essayer de faciliter au maximum le travail de la conformité des banques. Je dis ça parce qu'une banque a toujours le droit de choisir son client.
C'est le principe d'une convention. Et donc là, dans ce cas précis, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est compliqué de justifier de l'origine des fonds. Donc dans ce cas-là, comment on fait ? On dit qu'on ne sait pas. Alors dire je ne sais pas, c'est jamais une très bonne chose. Il faut essayer d'expliquer. Il faut essayer de retrouver des traces. Ça peut être un travail de moine bénédictin, si on a des centaines de transactions, des centaines de coins et dont certains ont disparu. Mais il y a forcément des traces. Il y a des outils quand même, notamment en matière fiscale, vous savez, qui vous permettent d'agréger toutes vos transactions et de faire un historique qui pourrait peut-être permettre d'aboutir à avoir une forme de traçabilité. Ils ne sont pas parfaites, mais en fait, il faut vraiment rassurer la banque sur le fait que ces fonds ne viennent pas d'un ransomware ou d'un hack ou d'un... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, donc, on rassure, on donne le plus d'éléments possible. La première chose, c'est qu'il faut communiquer. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas se dire c'est mon argent, machin, etc. Enfin, malheureusement ou heureusement, le système fait que les banques doivent un peu surveiller ce qui se passe sur les comptes de leurs clients. Donc il faut rassurer, il faut communiquer et il faut essayer de se mettre à la place d'une personne qui va être un peu comme une forme d'enquêteur, quoi. Même si c'est pas tout à fait le bon terme, mais elle va vouloir avoir des éléments factuels. Pas des récits interminables sur j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Juste voilà, j'ai acheté tel coin à telle date à peu près. Ou dans mes souvenirs, c'était tel coin à telle date. Vous pouvez retrouver des traces sur Internet de ce coin ou sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko. Il y a forcément des traces. C'est quand même très rare qu'un coin disparaisse d'Internet. J'ai acheté tant de quantité à tel cours à ce moment-là. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Essayez, voilà. Le mieux, c'est d'avoir vraiment une sorte de traçabilité pour que en fait, la personne puisse se dire ok, on a affaire à une personne qui a son patrimoine crypto. Il y a une cohérence dans l'historique en entendant bien que on sait tous que la crypto, c'est un peu, voilà, il y a un côté un peu fou, hein. Mais je veux dire, il faut quand même être en mesure que la banque puisse prendre une décision, quoi. Sinon, par défaut, elle va fermer le compte. Bah oui, donc vaut mieux éviter ça quand on peut le faire. Mais c'est intéressant, cet argument de fermer le compte. C'est pas forcément de la peur, c'est aussi potentiellement de l'économie financière, sachant que ça coûte cher, du coup, de faire des investigations. Et si vous n'avez pas les gens pour le traiter, genre c'est bête, vous êtes un établissement bancaire français lambda. Vous avez des cas comme ça qui arrivent, vous avez personne de spécialisé en conformité, il y a une personne qui vous dit bah moi je veux, enfin voilà, après c'est des coûts, c'est de la formation, etc. Donc faut le voir comme ça aussi. Pauline, un des articles que vous avez écrit dernièrement qui a très bien marché, c'est quand vous parliez des banques qui craignent une fuite des dépôts de leurs clients avec l'arrivée de l'euro numérique. Donc on rappelle l'euro numérique. Il devrait arriver, je parle au conditionnel, en 2027-2028. Et il y a un peu un match entre la Banque Centrale Européenne et les banques commerciales qui veulent éviter de se faire désintermédier face à l'arrivée de cet euro numérique. Les banques commerciales voudraient un plafond par citoyen à 500 €. Et pour l'instant, la BCE s'est arrêtée à un plafond de 3 000 €, c'est ça ? C'est ça, et c'est vrai que c'est un grand sujet de crispation entre la BCE et les banques aujourd'hui. En fait, il y a eu un rapport récent des économistes de la BCE qui ont calculé qu'en gros, si 400 millions d'Européens bancarisés adoptaient simultanément l'euro numérique, la fuite des dépôts des particuliers atteindrait jusqu'à 15%. Et en fait, c'est un chiffre qui a quand même résonné dans la tête des banques qui se sont relativement inquiétées d'un impact sur la fuite des dépôts et des liquidités. C'est pour ça d'ailleurs dans ce contexte que la banque notamment française BNP Paribas avait suggéré une limite de 500 €, donc maximum par particulier. Du coup, pour calmer vraiment toutes ces crispations, la semaine dernière, le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, a vraiment voulu rassurer en disant qu'il n'y aurait pas, je cite, un transfert massif des dépôts à venir dans le cadre d'une arrivée de l'euro numérique. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment que notamment la Fédération bancaire française continue vraiment de s'inquiéter des hypothèses éventuelles avec l'arrivée d'un tel euro numérique. Article à retrouver sur notre site de BFM Crypto, Pauline. Et d'ailleurs, votre newsletter qui sort ce soir à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pauline Arbandet, journaliste BFM Crypto. Et William O'Rourke, associé fondateur du cabinet Orwell Avocat. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.